Bonjour, donc je remercie également la société, le bureau directeur, le comité d'organisation de nous avoir invités pour modérer cette séance. Et sans plus tarder, on commencera par la première conférence, hypoxémie liée au sommeil, de la physiologie à la pratique clinique. Et j'invite mon ami Meher Abouda pour présenter sa conférence. Meher Abouda est chef de service, c'est un grand ami, c'est un chef de service en France. Et c'est un expert en pathologie de sommeil. À vous la parole, Meher. Meher aussi est l'enfant terrible du sommeil en Tunisie, très connu en Tunisie, et il est fondateur aussi, avec nous, de la Société tunisienne de médecine du sommeil, qui a été l'origine de tout ça. Merci beaucoup. Cher maître, chers collègues et amis, j'ai la tâche de présenter l'hypoxémie liée au sommeil, de la physiologie à la pratique clinique. C'est un sujet un peu bateau et qui englobe beaucoup de choses. Je ne peux pas en parler sans être un peu physiologiste, vu que j'ai enseigné pendant 5 ans à la FMT en physiologie avec professeur Jamel Eddine et feu Nuzha Ben Salah, Allah yarhamha, et surtout que j'étais l'élève de Sidi Shafi. Donc je vais commencer par être physiologiste, donc à parler un peu de l'hypoxémie, puis l'hypoxémie nocturne, sommeil et respiration, la physiopathologie et moyens diagnostiques et traitements. Donc pour commencer, il faut définir l'hypoxémie. L'hypoxémie, c'est une diminution pathologique de la PaO2 sang. Diminution pathologique de la PaO2. Allô? Oui. Diminution pathologique de la pression artérielle en oxygène qui est inférieure aux valeurs prédites. Comment on calcule les valeurs prédites? C'est selon l'âge, c'est 105 mois l'âge sur 2. Et on définit l'hypoxémie sévère par la baisse de la PaO2 à moins de 55, ce qui correspond à l'indication de l'oxygénothérapie aux longues durées. Il faut savoir que la PaO2 est la résultante de la pression alvéolaire après un passage par la membrane alvéolo-capillaire et que la pression alvéolaire, elle provient de la pression en oxygène de l'air. Et de ce fait, il faut savoir que le gradient alvéolo-artériel est défini par, bien sûr, selon l'âge, 4 plus l'âge sur 4, et que la pression alvéolaire en oxygène, elle est reflétée par la pression d'oxygène qui provient de l'atmosphère et moins PaCO2 sur le quotient respiratoire. Pourquoi j'en parle de tout ça? Pour définir un peu les pathologies et savoir que dans la formule, on a la PaCO2 qui reflète la pression alvéolaire. Et c'est une résultante de la formule qui est la production de la CO2 sur la ventilation alvéolaire elle-même. Donc si, pour être synthétique, on a ce qui va influencer l'hypoxémie, c'est la composition de l'air, la pression atmosphérique, la PaCO2 qui correspond à la ventilation alvéolaire et le gradient alvéolo-capillaire qui correspond aux troubles de diffusion et inadéquation, ventilation-perfusion, effet Shunt. Une fois que j'ai parlé de ça, je vais exposer 2 petits exemples rapidement. Un homme de 60 ans qui a une sclérose latérale amyotrophique, qui présente une PaO2 à 60 mm de Hg, une PaCO2 à 65 mm de Hg. Son gradient alvéolo-capillaire va dépendre de sa pression alvéolaire qui est à 68,8 en appliquant la formule 150 moins PaCO2 sur 0,8 et sa valeur prédite de gradient est de 19. Dans ce cas, on va avoir la valeur du gradient qui est inférieure au gradient prédit, ce qui correspond à une hypoventilation alvéolaire. Un contre-exemple, un homme de 60 ans qui a une BPCO, qui a une PaO2 à 50 mm de Hg, une PaCO2 à 55 mm de Hg. Si on calcule, on va avoir un gradient qui est à 31, ce qui est supérieur au gradient prédit, ce qui correspond à un patient qui a forcément un Shunt trouble de la diffusion, plus ou moins une hypoventilation alvéolaire. Donc, si on passe à l'hypoxémie nocturne, c'est toujours une PaO2 inférieure à la valeur prédite durant le sommeil. La problématique est qu'on ne peut pas utiliser des moyens invasifs tels que les gaz du sang, d'où l'utilisation de la saturation nocturne en utilisant la courbe de désaturation de l'hémoglobine. Et à partir de là, on peut calculer si on a 55 mm de Hg en PaO2, ce qui correspond à 88% de la saturation.
Donc, si on essaie de voir la définition de l'hypoxémie nocturne, on va parler de deux phénomènes. Soit une désaturation intermittente. Pendant longtemps, elle était considérée à 4% et depuis plusieurs années, elle est à 3%. Ou bien une désaturation continue. Et là, selon qu'on considère 55 mm de Hg, on va être à 88. Si on considère 60 mm de Hg, on est à 90. Alors, quelle serait la définition exacte? Eh bien, il n'existe pas de définition exacte. J'ai cherché partout. Ça n'existe pas. Plusieurs études différentes, plusieurs conceptions. Ça va de la SAO2 inférieure à 88% pendant 5 minutes, de la peste de la PO2 de plus de 10 mm de Hg ou saturation de plus de 5% pendant au moins 5 minutes de sommeil en dehors d'événements respiratoires type apnéique ou hypopnéique, ou bien une saturation inférieure à 90% pendant 30% de la nuit. Par contre, l'hypoventilation alvéolaire, elle est bien définie. Elle, c'est à l'état d'éveil, on a une PCO2 supérieure à 45 mm de Hg, et la nocturne, ça rejoint un peu l'hypoxémie. On va avoir une PaCO2 supérieure à 55 mm de Hg pendant plus de 10 minutes, ou augmentation de plus de 10 mm de Hg pendant le sommeil. Alors, qu'est-ce qui se passe lors du sommeil? L'une des premières études a été faite par Douglas en 1982, qui a fait une étude expérimentale en essayant de faire à travers des capteurs de volume, de voir la ventilation minute pendant toute la nuit chez 19 sujets. Il a constaté une baisse de la ventilation totale, progressive, entre, vous avez à gauche l'éveil, puis stade 2, puis le stade 3-4 qui est là actuellement le 3, et le REM, et on voit une baisse progressive de la ventilation, plus marquée en sommeil paradoxal, avec à la fois baisse du volume courant, mais une réponse qui est l'augmentation de la fréquence respiratoire. Et la résultante a été faite, ceci a été confirmé par Kreiger, qui est un des pionniers de physiologie respiratoire dans le monde, avec des capteurs beaucoup plus performants. Il a étudié 40 sujets et il a retrouvé les mêmes choses avec une forme de saturation qui descend d'emblée à l'endormissement et qui continue à descendre jusqu'au sommeil. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Il faut savoir que la ventilation, elle est dépendante de centres respiratoires et d'un contrôle métabolique, avec des feedbacks qui proviennent à la fois des voies aériennes supérieures, mais aussi de mécano-respiratoires pulmonaires. Et on a en période d'éveil un contrôle à la fois des centres respiratoires qui est aussi associé à un contrôle du cortex cérébral, c'est-à-dire les émotions, comme là je suis en train de parler, donc je suis en expiration quasi continue. Et donc, si on prend les centres respiratoires, ils vont exercer un effet à la fois tonique et phasique sur un bon nombre de muscles, surtout les muscles des voies aériennes supérieures, mais aussi des muscles accessoires. Cet effet tonique disparaît quasiment au sommeil, en particulier au REM, ce qui fait qu'on a une hypotonie, on a une augmentation des résistances des voies aériennes, l'activité cérébrale s'arrête, tout ce qui est contrôle suprapontique, et aussi une baisse de la chémosensibilité. Donc de ce fait, on peut conclure que tout ce qu'on a vu correspond à l'arrêt du contrôle suprapontique, augmentation des résistances des voies aériennes, une hypotonie musculaire partielle et une baisse de la chémosensibilité. Alors, quelle est l'influence exacte sur la saturation? Ce qu'on sait, c'est que la saturation elle baisse de 1 à 2% à l'endormissement, comme cela a été prouvé par Kreiger. Mais quelle est la résultante sur l'hématose et en particulier les gaz du sang? On reprend la PaCO2 qui correspond, comme on a vu tout à l'heure, à une variable entre ce que produit le corps en CO2 et la ventilation alvéolaire. Si on a une hypoventilation, comme on a vu, tout ceci va concourir à l'augmentation de la PCO2, bien que la diminution du rythme métabolique elle est de 10 à 15%. La diminution de ventilation est plus importante et on a une différence entre espace mort et volume expiré qui correspond au volume alvéolaire, ce qui résulte en une augmentation de la PaCO2 de 2 à 8 millimètres de Hg. Et si on applique la formule de la pression alvéolaire, en appliquant le facteur 0,8, on va finir par avoir une baisse de la PaO2 qui est de 3 à 10, ce qui correspond 2 à 8 sur 0,8, c'est 3 à 10 millimètres de Hg. Donc ceci, c'est un sujet normal. Qu'en est-il pour quelqu'un qui a une hypoxémie de base? Eh bien, si on reprend notre courbe de désaturation, on a chez quelqu'un qui n'a aucune autre pathologie, mais qui a une PaO2 de base qui est basse. S'il dort, il va avoir une désaturation de 2%, tel qu'on le voit sur le schéma ici. Ça ne bouge pas, bon. Et si on prend
une PaO2 qui est aux alentours de 60, on va avoir une désaturation qui est à plus de 7%. Donc, premier élément à savoir, lorsqu'on part d'une PO2 basse, on désature beaucoup plus que les autres. La résultante, elle est telle qu'elle est, j'avance un peu plus vite. On va prendre alors un peu sur des cas pathologiques, mais en étant rapide. On va prendre première chose qui est la plus étudiée, la BPCO. Les premières études remontent à des équipes américaines dans les années 1975 qui ont essayé de faire une méthode invasive en faisant des gaz du sang continus pendant toute la nuit chez 15 patients. Ils ont retrouvé que la PaCO2 augmente de façon plus importante, atteignant une moyenne de 8,3 et une PaO2, une débaisse moyenne de 11,5 mm de Hg. Des études suivantes ont été faites sur l'étude plutôt de la ventilation nocturne avec EMG diaphragmatique et intercostal, et elles ont montré qu'il y a une hypoventilation qui est plus marquée avec des plages d'hypoventilation en sommeil paradoxal et une baisse de la CRF. Plus tard, des études moins invasives, mais avec des capteurs plus performants, a montré que cette hypoventilation alvéolaire, elle est de 16% lors de la transition veille-sommeil chez les patients BPCO et elle atteint 32% chez les patients en période entre l'éveil et le REM. Mais si on applique notre méthode de tout à l'heure, en faisant les calculs, on a une PaCO2 à 8,3 mm de Hg et PaO2 à 13,5 mm de Hg, on va trouver que le gradient alvéolo-artériel est moins important que la valeur estimée de base, c'est-à-dire comme on a vu dans le cas de tout à l'heure. Donc on a forcément une hypoventilation alvéolaire comme elle a été démontrée par les autres, mais aussi une participation d'un trouble de la diffusion ou un trouble ventilation-perfusion. En effet, je ne vais pas tarder parce que Sonia, je pense qu'on va en parler. En effet, il va y avoir un phénomène d'hypoventilation avec plusieurs mécanismes associés, un trouble de la diffusion avec shunt et trouble de la perfusion, une augmentation de la désaturation parce qu'on part de loin, et un autre phénomène qui a été décrit depuis les années 81, qui parle d'une forme de désaturation plus importante intermittente chez les patients qui ont un phénotype blue-blotted. Et ceci nous amène à voir ce qu'a décrit David Flaney en 1985, le syndrome de chevauchement. Bien sûr, ce n'était pas lui qui l'avait décrit le premier, mais c'est lui qui a publié le premier, et qui a montré qu'il y a plusieurs pathologies qui s'associent au syndrome d'apnée de sommeil, et que le problème se majore. Alors il faut voir qui a donné le plus de problèmes et comment on doit considérer la gravité de chacun. Est-ce qu'on on va prendre le SAS tout seul, la BPCO sa gravité seule, et la question s'est posée. Et ceci est très vrai pour la BPCO, puisque la mortalité, elle a été prouvé qu'elle augmente sur une grande cohorte de 10 981 patients. La mortalité du SAS, lorsqu'on a une BPCO, elle est augmentée de 7, avec un odds ratio de 7. Et aussi, on a retrouvé que les patients qui avaient le pronostic de la BPCO, il était plus important lorsqu'on a un SAS avec une plus grande mortalité et une première exacerbation plus sévère de BPCO. Ceci a été bien montré dans l'étude de Marin, je pense que Sonia va en parler, l'étude de Marin qui a montré que ce phénomène s'annulait, à savoir les exacerbations et la mortalité sous PPC chez ces patients BPCO. Donc, il y a une interaction dans les deux sens, plus de mortalité dans le SAS, plus de mortalité dans la BPCO et plus d'exacerbation. Mais la particularité est que, comme on a dit tout à l'heure, on ne sait pas quel degré de gravité il faut considérer. Ce qu'on constate, c'est que le VMS chez les patients overlap qui a une plus grande mortalité, il ne faut pas qu'il y ait une baisse importante du VMS pour avoir une plus grande mortalité comme dans la BPCO. Le seul facteur qui est clair, c'est le BMI, mais aussi la PaCO2 qui est plus importante au départ d'éveil. Et un autre facteur sur la saturation, ce qui nous intéresse, c'est le temps passé à une saturation inférieure à 90%. Ceci a été étudié sur le plan physiologique et on retrouve plusieurs phénomènes qui concordent pour créer cette hypoxémie. Il y a des facteurs confondants qui sont à la fois le tabac
et un peu l'obésité, y compris la prise de corticoïdes qui vont favoriser le SAOS, le tabac qui favorise les deux, et ça va concourir à la création d'hypoxémie nocturne plus importante avec un stress oxydatif, un syndrome inflammatoire, augmentation de plusieurs médiateurs de l'inflammation, une dysfonction endothéliale, ce qui entraîne une mortalité par maladie cardiovasculaire. La même chose pour l'asthme, où la fréquence de maladies asthmatiques elle est à 3 fois dans la population générale, avec indice et fonction et gravité plus importante. En effet, sur une très belle étude, une méta-analyse et qui est précédée par une revue de la littérature, on a repris toutes les études et on constate qu'on a 3 phénomènes, à savoir la diminution des symptômes nocturnes, les symptômes diurnes, la diminution des exacerbations et la diminution aussi du déclin du VMS et de la mortalité. Donc, qu'en est-il pour la PID et SAOS? Une seule plaque pour faire court, une très belle méta-analyse qui a repris toutes les revues, qui a revu tous les patients qui avaient un SAOS avec fibrose pulmonaire, tous les patients qui avaient une fibrose pulmonaire, est-ce qu'ils avaient un SAS? On a retrouvé que le SAS était très fréquent dans les pneumopathies interstitielles atteignant plus de 68%, et dans les fibroses pulmonaires, ça dépasse les 70%. Deuxième élément à noter est que la forme sévère aussi, elle est très importante et elle atteint 15% dans la fibrose pulmonaire. Ceci étant, la problématique se pose sur le moyen de traitement avec plus de désaturation et la tolérance de la PPC. La drépanocytose et le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Hypoxémie plus fréquente avec hyper-CO2. Un questionnaire a été donné sur une étude qui a été publiée en 2008 par équipe de Claes, c'est une équipe pédiatrique. Ils ont donné un questionnaire chez 100 enfants qui avaient une drépanocytose. 48 ont présenté un questionnaire qui répond à un trouble du sommeil. Et sur les 48, seuls 19 ont accepté de faire une polysomnographie. On a retrouvé que 79% de chez 19 patients avaient un syndrome d'apnée de sommeil. Et donc, en essayant de voir avec un groupe témoin, on a constaté qu'il y a l'allongement du temps de saturation passée inférieure à 90%, un nadir plus bas et un temps en PaCO2 la nuit plus important. Et ceci est expliqué sur le plan physiologique par le fait que l'hypoxémie, la désaturation intermittente augmente les crises vaso-occlusives qui elles-mêmes sont à l'origine de l'hypoxémie, et tout ceci concourt au remodelage des voies aériennes supérieures, et ça aggrave à la fois le SAS, la désaturation, et un cercle vicieux s'engage. Dans la physiopathologie du syndrome obésité-hypoventilation, dont la définition que vous connaissez bien, je ne reviendrai pas, on va retrouver tous les phénomènes, à savoir la baisse de la CRF. On va avoir aussi une configuration moins favorisée du diaphragme, ainsi qu'une forme de diminution de la compluence pulmonaire totale. À ce phénomène, il existe aussi un phénomène d'atteinte alvéolaire partielle, et tout ceci s'associe à les voies aériennes supérieures qui sont encore plus touchées par la graisse qui infiltre tout le reste. Bon. Les maladies neuromusculaires, juste un mot rapide. Dans les maladies neuromusculaires, les troubles respiratoires sont fréquents, mais ils sont un peu plus importants dans la maladie de Prader-Willi. Et dans les maladies neuromusculaires, ce qu'on constate, c'est que les formes, les clusters, c'est-à-dire les désaturations en clusters, celles qu'on voit fréquemment, elles sont moins fréquentes dans les maladies neuromusculaires par rapport aux troubles respiratoires classiques. Cependant, on a une forme de désaturation qui persiste plus longtemps, avec des périodes de désaturation et une désaturation persistante. À la différence de ce qu'on voit, cet aspect de cluster, comme on le voit, comme on le voit en haut à droite, chez un enfant qui présente une pathologie des voies aériennes supérieures. Alors, le mécanisme, il est le même que dans les autres pathologies auxquelles on associe l'hypotonie musculaire, y compris du diaphragme, qui est le muscle le plus important, en particulier lors du sommeil paradoxal, associé à des facteurs anatomiques et aussi un facteur d'innervation bulbaire. Alors, quels sont les moyens diagnostiques?
Je ne vais pas parler de tout rapidement, l'oxymétrie nocturne, le reste, je n'aurai pas le temps de détailler. L'oxymétrie nocturne, comme on a vu dans ce cas, la forme, elle est très importante pour déduire quel est le type. Donc, si on prend là, je commence par ce... Ça ne marche pas, bon. On va prendre un premier exemple, quelques secondes, je vous laisse voir cet exemple. Qu'est-ce que vous constatez? Au fait, vous voyez qu'il y a deux périodes, une période d'instabilité, une période plus stable. Est-ce qu'il s'agit d'un changement de position ou de temps d'éveil? C'est ça, ou un passage en mode éveil, c'est ça la réponse qu'on peut avoir. Deuxième exemple, vous voyez ici un aspect un peu bizarre avec une première période qui est probablement un problème d'erreur de contact du capteur. Le reste, on voit un aspect qui peut être des mouvements, une agitation ou même un encombrement des voies aériennes supérieures. Autre exemple, un peu plus parlant. Donc là, on a un aspect cyclique, ce qui correspond à la désaturation en SP, avec une période de reprise de la saturation normale qui correspond probablement à l'éveil. Dernier exemple qu'on voit le plus classiquement, c'est des désaturations intermittentes et cycliques, et on est là avec l'aspect en peigne qui correspond à un syndrome d'apnée de sommeil. Donc la forme, elle est importante. Il y a des ingénieurs dans l'équipe de Kobe au Japon qui sont intéressés avec les Japonais, qui sont très performants là-dedans parce que c'est les premiers à avoir intégré l'IA dans ce système. Et ils ont essayé d'étudier est-ce qu'il y a des aspects qu'on peut trouver. Ils ont remis dans la boucle Big Data plusieurs tracés, ils ont réétudié. Ils ont fini par trouver trois formes claires. La forme qui est la désaturation persistante, la désaturation per période et la désaturation intermittente. Et ils ont décidé d'étudier ça sur plusieurs tracés existants et voir l'interprétation. Ils ont défini la désaturation persistante lorsqu'une désaturation persiste pendant plus de 655 secondes. C'était le cutoff retrouvé par le logiciel. Et une désaturation périodique lorsqu'elle est entre 30 secondes et 655, et une désaturation intermittente lorsqu'elle est inférieure à 30. Et tout ceci a été corrélé avec l'étude de 10 pneumologues universitaires dans 3 centres, et la corrélation était bonne, avec une corrélation aussi sur l'interprétation, à savoir dans les formes où on a une insuffisance respiratoire, on va avoir plus un tracé où la désaturation elle est soutenue. Généralement, c'est une indication à l'oxygène. Les periodic patterns, c'est-à-dire de façon périodique entre 30 et 665, c'est l'indication de la VNI. Et les formes intermittentes, c'était l'indication de la CPC. Tout ceci passe dans les nouvelles générations d'interprétation directe, des nouveaux logiciels qui seront fournis. Ceci a été appliqué sur une population de 153 BPCO consécutifs, où l'analyse a trouvé 80,7 désaturation. Ils ont essayé de voir les formes qu'on a. On constate que l'intermittente est la plus importante, c'est-à-dire que celle qu'on met sur le compte du SAS généralement. La forme périodique, elle est presque équivalente à 68%, et la soutenue est la moins importante. Et le comble, c'est qu'ils ont essayé de faire la corrélation. Ils retrouvent que la corrélation avec la forme qui est soutenue n'était pas corrélée au VMS. Ça veut dire que je ne peux pas avoir un BPCO qui a un VMS qui est très bas, je vais me dire qu'il va désaturer plus. Ce n'est pas sûr. La corrélation n'existe pas. Aussi, la seule corrélation qui existait, c'était avec la PaO2 diurne et aussi avec la CVF. Dans les formes où il y avait la forme cyclique périodique, celle qui a l'augmentation de la CAPNI, l'indication de la VNI, on avait une corrélation plus avec l'augmentation de la PCO2. Et dans les autres formes, c'était l'index de désaturation et l'index d'apnée-hypopnée qui étaient corrélés à cette formule. Sur la fibrose pulmonaire, la même chose a été constatée, je ne vais pas rentrer dans les détails. On a étudié plusieurs formes de fibrose pulmonaire avec des hypoxémies à des degrés différents. Et on a constaté que la corrélation, comme on la voyait, elle était plus dans la forme soutenue avec le T90% et la saturation moyenne, et que la forme intermittente était avec l'index d'apnée-hypopnée. Ce qui ressort aussi, c'est que les formes
plus la gazométrie elle est basse, on s'attend à avoir plus de désaturation, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc, deux marqueurs on a vu, à savoir la désaturation, l'index de désaturation, le T90 et la forme quand on a parlé au départ. Autre truc, je ne vais pas m'engager plus, c'est la conférence de Si Mohamed Turki. C'est on a essayé de retrouver d'autres marqueurs en sachant que nous, on a toujours pensé en travers de l'index d'apnée-hypopnée. Et en reprenant de nombreuses cohortes, on constate que les événements respiratoires, le risque cardiovasculaire s'annulait par les facteurs de risque cardiovasculaire. C'est-à-dire, un patient qui a un SAS sévère, lorsqu'on annule le facteur de risque cardiovasculaire, on n'est pas sûr, lorsqu'il est supérieur à 30, qu'il va avoir plus de mortalité. Ce qui est bizarre. C'est à l'encontre de tout ce qu'on nous a dit auparavant. Mais ce qu'on retrouve dans ces études, c'est que c'est plus corrélé au nombre d'éveils, à la fréquence cardiaque moyenne, à des mouvements périodiques de jambes, au temps de sommeil total, à la somnolence diurne et surtout au temps passé inférieur à 90%, avec un cut-off qui est à 9 minutes. Donc, exemple rapide, voici deux patients qui ont le même index d'apnée-hypopnée, qui ont le même T90, puisque là je vous parlais du T90, lequel des deux est plus à risque? En fait, ils présentent tous les deux des aspects différents, avec un index qui est le même. Et de là, on a introduit la surface sous la courbe de désaturation, ce qui est la charge hypoxique. Et cette charge hypoxique a été bien validée sur de nombreuses cohortes, y compris une méta-analyse, dans laquelle on retrouve que l'index d'apnée-hypopnée n'était pas le facteur de corrélation avec le risque cardiovasculaire, mais plutôt la charge hypoxique. Donc là, on a de nouveaux marqueurs. Autre marqueur qui est en vogue maintenant, dont Si Mohamed qui va en parler, je pense, c'est l'indice de chute d'amplitude de l'onde de pouls. Sachant que j'ai parlé tout à l'heure de la fréquence cardiaque, qui est aussi une variable, on a l'amplitude d'onde de pouls. Plus cette variabilité est importante, plus le risque cardiovasculaire est plus important, et qu'on peut avoir des syndromes d'apnée de sommeil sévères et qui sont avec ils n'ont pas un indice de chute d'amplitude de pouls important, ils ne vont pas avoir un pronostic aussi important que quelqu'un qui n'a pas de syndrome d'apnée de sommeil, mais qui a donc c'est un facteur totalement indépendant. Donc la question qui se pose, pour Zuhair, la question avec l'intelligence artificielle, où est-ce qu'on va aller avec tout ça? Puisque les cardiologues, ils ont fait avec l'ECG une bonne interprétation, ils ont des valeurs. Nous, les pneumologues, regardez des saturations, combien, intermittents. Eh bien, toujours des ingénieurs en biomédical qui se sont intéressés, ça a été validé par l'équipe de Lévy, ils sont intéressés sur quels sont les marqueurs qu'on peut avoir. Et en faisant l'étude bibliographique, ils ont trouvé qu'il y a 44 marqueurs. Et dans ces 44 marqueurs, il y en a 12 qui correspondent à la charge hypoxique. Et une des meilleures études qui est toujours en cours, mais qu'on peut avoir même sur Internet, c'est qu'on a créé un logiciel qui s'appelle PhysioZoo. Je ne sais pas, est-ce que le nom vient de Zuhair, est-ce que tu as participé, Zuhair, ou non. Donc, PhysioZoo, où tu peux mettre la courbe de désaturation, on te sort tous les index qu'il y a, et on va te classer en catégories. Ils ont étudié sur plusieurs facteurs. Ils ont sorti 10 facteurs importants qui sont difficiles à expliquer, mais qui permettent de prédire exactement le risque cardiovasculaire, l'intérêt du traitement, oui ou non. Donc j'en ai parlé, je passe rapidement au traitement. Je ne vais pas parler des traitements spécifiques, à savoir la PPC et la VNI, qui restent toujours selon la pathologie, mais je vais parler rapidement de l'oxygène. Il faut savoir que l'oxygénothérapie a été validée par 2 études, celle de Note qui a comparé l'oxygène nocturne en 1980, qui a prouvé que l'oxygène nocturne n'améliorait pas les patients insuffisants respiratoires et que l'oxygène plus de 15 heures, c'est lui qui a amélioré. Et ceci a été confirmé aussi par l'autre étude je ne l'ai pas mise en fait, bon, l'étude anglaise MRC, et dans laquelle on a démontré que l'oxygène sauve des vies. Et depuis, arrêt total sur tout ce qui est oxygénothérapie, parce que c'est devenu une norme de soins, et faire un essai sans oxygène est devenu quelque chose de non éthique. Ce qui a limité à la recherche. Et c'est de là que sortit l'éligibilité à l'OLD à partir inférieur de 55, au-delà de 55, on ne prouve pas qu'il y a un intérêt.
Alors qu'en est-il des sociétés savantes? La SPLF, elle intègre la désaturation artérielle non apnéique pour les patients qui sont entre 55 et 60 mm de Hg. Par contre, si on prend l'ATS, BTS, ce n'est pas un facteur, pas de proposition par la désaturation nocturne, donc il n'y a aucun intérêt à donner de l'oxygène la nuit. Et les seuls qui restent dans ce mood, c'est un peu les Français, entre parenthèses on va dire, parce que ce n'est pas tous, et un peu les Australiens, Néo-Zélandais. Donc je me suis intéressé, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y en est? Et je vais voir un peu sur le syndrome d'apnée de sommeil aussi. Eh bien, sur le syndrome d'apnée de sommeil, en faisant la recherche bibliographique, on voit qu'il y a eu beaucoup de publications aux années 90. Après, ça s'arrête et ça revient en 2025. Le regain d'intérêt, j'expliquerai pourquoi. Donc, l'une des premières études, c'était celle de Fletcher, qui avait démontré que, en mettant le patient sous oxygène quand il a SAS, il désature moins longtemps, il fait moins de désaturation intermittente. Par contre, il allonge ses apnées. Mais ces études n'ont pas étudié l'effet sur la survie. Il faut attendre 2023, je pense, pour avoir une méta-analyse qui reprend tout ça, et elle montre que l'O2 améliore la saturation chez les patients atteints de AOS. Cependant, elle augmente la durée d'événement, donc ça confirme ce qui a été dit par Fletcher au départ. Et après, les études qui sont venues après cela restent toujours dans le même mood, avec certaines études qui ont montré que lorsque on traite quelqu'un en oxygène, comme cette étude qui a étudié les patients chez qui on arrête la PPC pendant 15 jours, avec, avec croisement, période atteinte, je vais terminer, c'est bon. L'oxygène nocturne réduit l'hypoxie intermittente, il diminue la pression artérielle, mais il a un effet minime sur l'index d'apnée-hypopnée, la somnolence micro-éveil, et ça corrige l'hypoxémie intermittente. D'autres études ont prouvé le contraire, surtout chez l'enfant, que ça améliore forcément l'index d'apnée-hypopnée, et ceci par le phénomène du Goop Lane, la chémosensibilité et l'instabilité ventilatoire. Je terminerai par, c'est-à-dire syndrome d'apnée de sommeil, effet sur la survie pas prouvé, effet sur l'index probable, amélioration de la saturation, c'est sûr, qualité de vie, ça n'a pas été prouvé. Je terminerai par l'une des étiologies les plus importantes d'hypoxémie que j'ai omis exprès, c'est l'insuffisance cardiaque. Et nous, on sait très bien que depuis longtemps, un insuffisant cardiaque qui a une respiration périodique de Cheyne-Stokes, on ne va pas jouer avec les machines, on va plutôt passer à l'oxygène. Donc cette étude qui est une très belle étude faite sur des patients qui ont une FEVG inférieure à 50%, avec un index d'apnée-hypopnée supérieur à 15, avec les critères de syndrome d'apnée de sommeil central. C'est des patients qui sont sévères sur le plan dyspnée. Et on a essayé de collégier, et la conclusion est que, bien que l'oxygène nocturne améliore tout ce qui est apnée centrale et la saturation, l'étude a été terminée préalablement parce qu'on n'a pas pu mettre assez de patients, mais elle ne fournit pas de soutien à l'efficacité clinique de l'oxygène nocturne chez les patients atteints de syndrome d'apnée de sommeil central avec fraction d'éjection ventriculaire gauche basse. D'où le gain d'intérêt de l'ASV si vous étiez dans le congrès avec l'ASV qui reprend du poil de la bête en matière de respiration de Cheyne-Stokes, même s'il y a une insuffisance cardiaque sévère. Moi, j'ai cherché le couac dans ça, je n'ai pas trouvé. Donc, si je conclus, on va avoir deux présentations classiques, l'intermittente et la soutenue. Mais il faut maintenant s'adresser aux nouveaux marqueurs avec le logiciel de Zoo, qui est important à voir qu'est-ce qu'il va donner et l'interprétation. La prévalence, elle est forte dans les pathologies respiratoires BPCO, les insuffisances respiratoires cardiaques et insuffisances respiratoires chroniques et les insuffisances cardiaques. Et c'est un facteur pronostic. Mais l'intérêt de l'oxygénothérapie nocturne n'est pas prouvé. Reste uniquement le confort, un intérêt de confort pour le patient. Et je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, professeur Abouda, pour ce round-up de l'oxymétrie nocturne. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? On a besoin de 2 questions maximum. Il n'y a pas de questions. D'accord. Merci, Maire, pour cette belle conférence.
Alors finalement, ce qu'on va retenir, c'est que pas mal de pathologies respiratoires chroniques peuvent être associées au syndrome d'apnée, hypopnée du sommeil. Alors finalement, est-ce que ces pathologies chroniques qui ont un point, disons, en commun, qui est l'inflammation chronique, et peut-être, dont vous n'avez pas parlé, le désordre métabolique, qui peut être à l'origine, qui va faire le lit du syndrome d'apnée de sommeil, ou c'est l'inverse? J'aimerais bien avoir ton point de vue, parce que finalement, on ne va pas chercher le syndrome d'apnée de sommeil et demander des polygraphies, voire des polysomnographies pour les patients, que ce soit ayant une fibrose ou ayant une bronchopneumopathie chronique. Donc, il faut rester collé à la clinique. Disons le volet métabolique dans l'apparition de ce syndrome, en association à ces pathologies inflammatoires. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je ne voulais pas un peu rentrer dans la conférence de Sonia. La problématique qui se pose, c'est qu'on va faire une saturation nocturne. OK. Bon. Il y a maintenant des études et des gens qui sont experts dans le domaine, surtout les Canadiens. Pour eux, au fond, ça ne sert à rien. Au fond, tu vas chercher une désaturation, tu ne vas pas mettre de l'oxygène. Par contre, si tu fais une capnographie ou tu fais une polygraphie, tu vas trouver des choses que tu peux traiter. Dans l'autre sens, tu ne trouves pas la saturation, la désaturation. 1. 2, l'association n'est pas une association fortuite. C'est une association dont l'un favorise l'autre, comme tu l'as dit, l'inflammation, mais d'autres facteurs confondants, tels que par exemple dans la BPCO, la cigarette, l'obésité, le métabolisme qui est très important. Et là, je toucherai un mot. J'introduis un peu la conférence de Zinette. Les GPL1, en fait, tout ce qui est maintenant fait pour amaigrir les personnes, si ceux qui étaient à l'ERS ont constaté un truc qui est très bizarre, c'est que l'asthme, on est en train de faire des études dans ce sens. On a prouvé chez les obèses que ça améliore le SAS. Il y a des études qui ont prouvé dans le SAS, donner des amaigrissants, on peut améliorer le SAS même s'il n'y a pas une forte obésité. Et il y a une étude en cours maintenant qui est le lit de 3, à savoir l'asthme. On veut la valider comme biothérapie dans l'asthme, parce que dans l'asthme, par exemple, le TH2, il se trouve aussi dans le SAS, que ce soit dans le SAS, que ce soit sans qu'il y ait une allergie, TH2 non allergique, et dans l'asthme. Donc tout ça, ce que je voulais dire, qu'il y a une forme de révolution dans les traitements. Comme on a vu l'ASV, qu'on a vu les traitements des fibroses actuellement, dans lesquels on parle aussi de l'hypoxémie nocturne, les nouveaux traitements de la fibrose, comme on a vu un peu dans tout ce qui est traitement de l'asthme, le cœur du phénomène métabolique est là-dedans, et on va voir surgir beaucoup de traitements. Et comme on a eu toujours la même discussion, quel sera le futur de SAS, le traitement de SAS? Probablement que ce soit des molécules neurologiques, des molécules métaboliques, elles auraient un effet et on gagnerait beaucoup. Ça diminuera les prestataires, dommage pour eux, mais on gagnera beaucoup avec ces effets. Puisque la recherche dans le SAS, je le dis toujours, elle a été toujours biaisée par les fabricants de machines, puisqu'on met tout le monde sous machine. Or, ce n'est pas tout le monde, comme on le voit, sans charge hypoxique. Un SAS sévère, on peut ne pas le traiter, et un SAS léger, avec une charge hypoxique importante, symptomatologie, somnolence, il faut le traiter. Ça a été toujours biaisé, là ça commence à s'améliorer. On va faire une petite expérience. Questions courtes et réponses courtes. Non. On a parlé il y a quelques jours au téléphone à propos de l'insuffisance cardiaque et l'oxygène chez les cardiaques. Qu'est-ce que tu en penses du traitement de l'oxygène chez les patients hypoxémiques qui ont une fibrillation auriculaire? Moi, je mets de l'oxygène. Point barre. Sans qu'il y ait des preuves. Voilà. Mais au fond, les preuves, parce qu'ils enlèvent les facteurs confondants. Va chercher les confondants. Moi, en tant que pneumologue, le cardiologue m'envoie le patient, il ne veut plus le voir. Il désature la nuit. Fibrillation, il a fait tout, il n'a rien à faire. Me dit, mets une machine. Je ne mets pas de machine. Je préfère mettre de l'oxygène, voire évaluer. La bonne nouvelle avec la saturation qui reste importante. OK. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup, professeur Abouda.